Bah, en 3 mois, je prends 10 millions, que c'est pas un mois du tout, 10 millions d'euros, je les prends de la banque, et je le revends en 3 mois en 40 millions, je fais une plus-value de 30 millions d'euros, je rembourse les 10 millions, et j'ai 30 millions d'euros en 3 mois, sans bien sûr sortir un centime de ma poche, et sans rien du tout. Donc là, c'est un exemple de ce qui s'est passé avant. Donc c'est les informations privilégiées, c'est le recours au système bancaire sans aucune garantie, sans aucun contrôle, et c'est profiter du système. Donc ce monsieur Matri, 27 ans, il s'est retrouvé avec 30 millions d'euros dans ses poches, comme ça. Bien sûr, les 30 millions vont servir après d'aller acheter d'autres secteurs de l'économie qui étaient l'automobile. Donc je contrôle l'automobile. Ça veut dire que les 5 grands concessionnaires, ou 6 grands concessionnaires dans le monde en Tunisie, sont détenus par la famille. Ça veut dire que Renault, Peugeot et Citroën, c'est une personne. Kia, Volkswagen, tout ça, c'est une personne. Et l'autre, c'est une personne. Donc voilà. Comme ça, toute voiture qui rentre, c'est une commission pour eux. Deuxième exemple de mal-gouvernance et de mal-gestion, c'est l'exemple de l'introduction en bourse d'une société qui s'appelle Ciment de Carthage. Alors cette société-là, elle n'a jamais existé. Du jour au lendemain, on crée une société qui s'appelle Ciment de Carthage. Elle n'a pas encore commencé à travailler et on l'introduit en bourse. Donc vous imaginez, vous introduisez en bourse une société qui n'a jamais vendu un sac de ciment. Ça veut dire il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'état financier. Parce que pour entrer une entreprise en bourse, vous devez d'abord montrer les 3 derniers états financiers. Vous devez, tout ça, c'est dans les... Parce que moi je travaillais dans le conseil marché financier, c'est l'équivalent du BaFin ou de l'AMF en France. Donc c'est les autorités de régulation. Donc on autorise à une société qui est détenue par le frère de la femme de Ben Ali d'entrer en bourse, d'avoir de l'argent de la part du peuple qui achète les actions, alors que la société n'a même pas travaillé. Ça veut dire comme s'il est venu aux gens, il a dit je vais créer une société, donnez-moi de l'argent. Et les gens, bien sûr, ok, j'achète, ils ont acheté des actions. Alors le monsieur, il a fait 300 millions d'euros sur l'opération. Ça veut dire qu'il s'est financé en 300 millions d'euros pour Ciment de Carthage sans avoir un centime de sa poche. Toujours la même logique que l'ancien exemple. Dernier exemple, c'est Ben Ali lui-même. Et c'est sorti il y a 2 ou 3 jours l'histoire. Alors, pour la privatisation d'une banque qui s'appelle l'Union internationale des banques, qui a été vendue à la Société Générale à 50%, Ben Ali avait l'information que, bien sûr, parce que tout passait par il avait l'information que la Société Générale était intéressée par acheter la banque. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il y a Tunisair, qui est le compagnie aérienne tunisienne, qui détenait 20%, je crois, du capital de la banque. Donc Ben Ali vient à Tunisair, il dit, pour ne pas faire une opération qui soit trop visible devant tout le monde, on va faire des petites transactions de blocs. Ça veut dire que chaque fois, Ben Ali, à travers bien sûr des prête-noms, parce que ce n'est pas lui qui achète officiellement, mais il va acheter des blocs. Donc il achète, il a accumulé le bloc, jusqu'à ce qu'il a acheté les 30% de la participation du Tunisair. Bien sûr, lorsqu'on a demandé à Tunisair pourquoi vous vendez votre participation dans une banque, ils ont dit ah non, mais nous on se engage parce qu'on veut se concentrer sur notre secteur d'activité. Sauf que derrière, le PDG savait très bien que le président allait acheter. Donc il a acheté, et puis il a revendu lorsque Société Générale a acheté la banque, et bien sûr, plus-value là-dedans aussi. Donc une économie qui était basée sur on ne peut pas entreprendre parce que tous les secteurs d'activité sont, surtout dès que vous avez une idée, vous avez une idée de lancer demain un projet intéressant, vous allez déposer votre demande de projet. Dès que l'information, elle monte en 2 secondes au régime, tous ceux qui sont autour du pouvoir, ils disent tiens, il y a quelqu'un qui a peut-être une idée de projet d'informatique très intéressant. Alors l'après-midi même, il y a quelqu'un qui va vous appeler et vous dire on va vous voir. Vous venez, c'est passé vraiment, il y a des gens. Et c'est les partis, on lui a dit exactement, on lui a dit, on vous donne l'autorisation du projet, si on peut rentrer en capital avec vous, 50%. Il a dit, qui vous? Il a dit, il y a quelqu'un qui veut rentrer avec vous, 50% capital. Ça veut dire que la liberté d'entreprendre et la liberté de voir votre projet réussir et fleurir, non, on va vous le confisquer à 50%. Bien sûr, si vous refusez, on va vous piquer toute l'information et l'idée, et puis on va le faire nous. Ça n'empêche pas. Alors il y a la complicité aussi de certaines entreprises étrangères. Ça veut dire qu'une entreprise comme Orange
elle a accepté qu'à 50%, elle voulait entrer sur le marché tunisien à hauteur de 100%. On lui a dit impossible. Le marché est trop juteux, on ne va pas vous laisser vous enrichir, et nous on regarde. Il y a derrière, parce qu'en Tunisie, il n'y a pas encore le portable Internet sur mobile, donc vous imaginez tout le marché derrière de 3G, d'Internet sur mobile et tout le reste derrière, de iPhone et tout le reste. Donc il y a beaucoup d'argent là-dedans. On ne va pas vous le donner cette possibilité. 50% nous, 50% vous, ok. Ben, ça a été accepté par Orange et puis le deal a été fait. C'est l'un des gendres du président. 50% du capital et l'autre 50% c'est Orange. Bricorama, le vendeur d'outillage et tout ça, la même chose. On va dire que Bricorama, ils sont associés avec un mec qui s'appelle Imad Travolsi, c'est le frère de la femme du président. Ce monsieur-là, il est recherché en France pour trafic de yachts, de tout le tralala derrière. Ça n'empêche pas Bricorama d'aller s'associer avec lui à 50% et de faire Bricorama Tunisie, géant, Carrefour. Les listes sont énormes. Donc, il y a une complicité aussi de la part Bon, il faut dire qu'il y a des entreprises qui ont refusé, mais il y a des entreprises aussi qui ont accepté de rentrer dans le système. Donc, un système qui est basé sur... on vous confisque le droit d'entreprendre. C'est-à-dire que même les hommes d'affaires tunisiens, ils sont tous trouvés un jour face aux... Même les grands hommes d'affaires sont trouvés face aux familles du président. Donc, vous voulez faire... Il y en a un qui avait Nouvelle Air, qui était une compagnie aérienne. Ben, il était confisqué par des opérations de mafieux et tout ça, son entreprise. Donc, il y avait le risque. Donc, on ne peut pas parler d'économie vraiment. Il y avait une économie, mais l'économie qui était dédiée juste à 200 personnes. Toute l'économie, pour le reste, vous faites ce que vous voulez. Alors, le reste, c'est qui? C'est le peuple. Le peuple, c'est quoi? C'est les gens qui sortent des universités. Alors, on va faire un système pour ne pas créer des révoltes et tout ça. On va faire un système qui... Tu veux ton diplôme, ben, tu l'auras, c'est très simple. Ça veut dire que moi, lorsque j'ai eu mon baccalauréat en 94 en Tunisie, le taux de réussite au bac, c'était 45%. On est passé à 75%. Donc ça veut dire qu'on ne crée pas de frustrés. Tu veux ton bac, tu l'as. Après, tu veux faire quoi? Tu veux faire droit? C'est pas grave. Amphithéâtre de 4000 personnes, on s'en fout de surcharge dans les amphithéâtres. Amphithéâtre avec 4000 personnes, première année droit, 4000 personnes, rien qu'à l'université de Tunis. Après, tu veux faire quoi? Tu fais en médecine, c'est pas grave, hop. Donc on ouvre les droits, on fait sortir, on donne les diplômes très rapidement, et voilà, on crée une usine à créer des chômeurs. Ça veut dire que chaque année, l'université tunisienne sort 80 000 diplômés. Sur le 80 000 diplômés, il y a très peu de gens qui trouvent du travail. Pire encore, ça veut dire qu'on oriente les gens vers des diplômes qui n'ont aucun intérêt. Ça veut dire que le monde évolue vers Internet, vers tout le reste, et nous, on est encore en train de remplir des universités par des professeurs en philosophie ou des professeurs en langue arabe ou en littérature arabe. J'ai rien contre la philosophie et la littérature arabe, mais cette personne-là, si elle n'enseigne pas demain, elle n'a rien à faire d'autre, parce qu'elle n'a que l'enseignement devant elle. Donc, on a éloigné le spectre de nouvelles technologies, tout ça, et on a orienté les diplômes vers des diplômes qui ne donnent pas de travail. Donc, on a une surcharge de diplômés qui ne travaillent pas, parce qu'il n'y a pas de travail, et derrière... Alors c'est bizarre, parce que la Tunisie fait des chiffres de 5-6% de croissance, et maintenant on sait la croissance, elle allait où? Parce que la croissance, elle n'était pas réinvestie dans l'économie, ça veut dire que la croissance, elle partait dans les poches du président. Ça veut dire que l'image que j'ai vue il y a 15 jours, ou 2 mois, ou je ne me rappelle plus, ils ont ouvert une bibliothèque dans le château présidentiel, dans le palais présidentiel, ils ont ouvert une bibliothèque, on ne trouve pas des livres. On trouve quoi? On trouve des liasses de billets, 500 €, avec même de 500 €, 100 $, mais une liasse, ça faisait de développer toute une région intérieure du pays. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont eu des informations que même des taxis qui travaillaient à Genève et tout ça, ça veut dire qu'il y a un taxi qui travaillait à Genève, il a dit, moi, c'est un Tunisien, il a dit, moi, lorsque je vais à Genève, parfois je prends la famille du président pour leurs achats, parce qu'ils me demandent un taxi. Il a dit, il fallait commander parfois 2 taxis vides pour remplir les sacs de Chanel, Gucci, etc. Ça veut dire qu'on prend de l'économie, on ne réinvestit pas dans l'économie, on va faire ça dans nos comptes à l'étranger et tout ça, et voilà. Donc il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'emploi, et voilà ce qui s'est passé.
Donc jusqu'au dernier exemple, à la privatisation d'Orange, ça veut dire que de Tunisiana, qui est le deuxième opérateur de téléphonie, en fait ces gens-là, ils ne font pas une opération pour de la durée. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas investir sur 20 ans, 30 ans, ça ne les intéresse pas, parce qu'investir sur 20 ans, 30 ans, ça veut dire beaucoup de travail, de réflexion et tout ça. Et ce qu'il faut faire, c'est faire un coup, prendre de l'argent, ressortir. Partir sur un autre domaine, faire un coup, ressortir. Et c'est ça qui a fait que l'économie ne produisait pas de la richesse, et derrière, bien sûr, ne produisait pas d'emploi non plus. Alors, bien sûr, après tout ce qui s'est passé, maintenant, on est face à des défis. On a des défis, on a 40% de diplômés qui sont au chômage, on a un taux de chômage élevé, on a le coût de la révolution, on a le coût de la reconstruction, on a des grands problèmes de financement. L'économie tunisienne, elle est pas trop surendettée, ça veut dire qu'on est à 60% d'endettement en Tunisie, ce qui est acceptable, qui est équivalent vraiment par rapport à d'autres pays européens. On est loin des 120 ou 130% de la Grèce ou du Portugal, par exemple. Ça veut dire que les Tunisiens, maintenant, ne veulent pas non plus d'un système de financement basé sur le crédit qui va mettre le pays dans un endettement. Ça veut dire qu'on peut se retrouver dans 10 ans avec une révolution à la grecque ou on va se retrouver à l'Argentine il y a quelques années lorsqu'il y a eu la révolution de l'Argentine. Ça veut dire qu'on ne veut pas une révolution économique dans 10 ans qui est basée sur l'endettement. Parce qu'on peut financer, mais on ne veut pas trop d'endettement non plus. Alors les défis, il y en a plusieurs. Le premier, on est basé sur le tourisme. Je pense que le premier critère, c'est de changer de tourisme de masse vers un tourisme de qualité. Ça, c'est le premier défi. Ça veut dire que le Maroc, qui reçoit moins de touristes que nous, mais il reçoit plus d'argent, d'entrée d'argent pour le tourisme, que la Tunisie. Donc, faire un tourisme de qualité et pas de tourisme de masse.